Bonsoir, bonjour, bonsoir à tous les amis. J'espère que vous allez bien. Pour le coup, moi, ça va. Même si je m'étais fait de très très belles boucles et je me suis pris la pluie. Voilà. Tant pis. Alors, aujourd'hui les amis, on va partir sur les secrets cachés de l'histoire de France. D'ailleurs, si vous entendez bien, en ce moment où je tourne, il y a de l'orage et de la pluie. Alors, on va débuter le livre. Alors, je vais vous lire l'introduction. Vous pensez connaître l'histoire de France? Attendez un peu, car l'histoire de France cache plus de secrets qu'on ne le croit. Derrière les dates apprises à l'école et les monuments familiers, sommeille une autre France, celle qui murmure dans les couloirs oubliés des châteaux, frémit dans les marges jaunies des vieux manuscrits, s'échappe en reflets sous les dorures des palais. Elle est faite d'énigmes jamais résolues, de génies méconnus, d'inventions trop précoces et d'anecdotes si étranges qu'on les croirait inventées. Cette France-là ne figure pas dans les manuels, mais c'est peut-être elle qui raconte le mieux notre âme nationale. Absurde, ironique, audacieuse et visionnaire. Ce livre n'est pas une chronologie, c'est une exploration, une plongée dans les coulisses du passé. Nous ne suivrons pas le chemin balisé des dates à retenir, mais les sentiers de traverse, où se révèlent les vraies merveilles. Car c'est là, dans ces recoins oubliés, que bat le cœur véritable de la France, imprévisible, imparfaite et passionnée. Au fil de ces pages, vous pénétrerez dans les mystères que l'histoire a laissés en suspens. L'homme au masque de fer dont on ignore encore le visage, la Joconde dont le sourire cache peut-être un code secret, une voiture électrique qui dépassait déjà les 100 km/h en 1899, un escroc assez audacieux pour vendre la tour Eiffel sans en posséder la moindre poutrelle, et ce mot croque-mort dont le sens n'a jamais eu quoi que ce soit à voir avec une dégustation d'orteils. Prêt à soulever le voile, l'histoire vous tend la main. Ses secrets vous guettent au détour d'un chapitre, dans un couloir de château ou au fond d'un verre de vin. Rentrez la clé, tournez les pages et plongez dans les secrets cachés de notre chère France. Chapitre 1. Nos mystérieux ancêtres. Propre comme un Gaulois, oubliez tout ce que vous croyez savoir sur nos ancêtres gaulois. L'image du barbare sauvage et malodorant qui traîne dans les manuels scolaires et les films. Une fake news vieille de 2000 ans. Et oui, si nos ancêtres pouvaient revenir d'entre les morts, ils seraient probablement offusqués de voir comment on les a dépeints pendant des siècles.
En effet, on dispose de nombreux indices d'entretien du corps et ce bien avant que le terme hygiène n'existe. Il aurait même pu donner des leçons de propreté à bien des Romains qui les considéraient pourtant comme des sauvages. Commençons par l'invention qui aurait dû leur valoir une place au Panthéon. Le sabot. Ce mot celto-germanique qui donnera plus tard notre savon désignait un mélange ingénieux de graisse animale et de cendres de bois. Tandis que les Romains s'enduisaient d'huile avant de se racler la peau avec un racloir en métal, les Gaulois, eux, utilisaient une préparation à base de graisse et de cendres, un ancêtre du savon moderne. L'ironie de l'histoire, ce sabot intriguera les Romains qui l'utiliseront d'abord comme teinture pour éclaircir les cheveux. Une mode venue des peuples du Nord avant d'en découvrir des vertus nettoyantes. Les archéologues ont retrouvé des preuves de ce raffinement sur plusieurs sites emblématiques. Bibracte, la grande cité des Étuans en Bourgogne, ou l'Athènes en Suisse, au lieu de la culture gauloise. Dans ces lieux comme dans d'autres villages de Gaule, les fouilles ont révélé peignes, rasoirs et instruments de toilette, signe d'un peuple bien plus soucieux de son apparence qu'on ne l'imagine. Plus surprenant encore, si les Gaulois ne disposaient pas de termes comme les Romains, certaines découvertes suggèrent qu'ils connaissaient déjà quelques pratiques d'hygiène rudimentaires. On a retrouvé dans leurs habitats des bassins et contenants pouvant servir à la toilette, même si leur usage exact reste incertain. Certaines tribus auraient pu aussi profiter de sources chaudes naturelles, parfois considérées comme des lieux sacrés autant que thérapeutiques. Quant à leur apparence, elle était tout sauf négligée. Les Gaulois aimaient les vêtements colorés, tissés dans la laine, le lin ou le chanvre, souvent teints avec des pigments naturels comme l'agarance rouge, la guède bleue ou la gaude jaune. Les plus fortunés portaient des tuniques à carreaux ou à rayures maintenues par des broches en bronze ou en argent, finement ciselées. Certains, comme l'explique Diodore de Sicile, allaient jusqu'à se teindre les cheveux à la chaux pour accentuer leur blondeur naturelle, ou les dresser en épirette avec un mélange de graisse et de cendre. Coiffure impressionnante qui, soyons honnêtes, ferait sensation dans les rues de nos villes modernes. Mais pourquoi donc cette réputation de malpropreté s'est-elle imposée? Simple, parce que ce sont les Romains qui ont écrit l'histoire, et en bons propagandistes, ils avaient tout intérêt à présenter leurs adversaires comme des barbares crasseux, justifiant ainsi leur mission civilisatrice. C'est un peu comme si, des millénaires plus tard, on jugeait la France uniquement sur ce qu'en écrivent ses rivaux historiques. Ce comble, c'est que les habitudes d'hygiène de certains Romains n'étaient pas toujours irréprochables. Leurs termes publics, souvent encensés comme le summum de la propreté, pouvaient être des foyers de maladie quand l'eau n'était pas changée assez souvent. Et l'habitude romaine de s'enduire d'huile pouvait laisser une odeur rance sous le soleil méditerranéen. Odeur que les Gaulois, avec leur savon, évitaient joliment. Comme quoi, il ne faut jamais se fier aux
honte historique, surtout quand ils sentent un peu trop l'eau de rose romaine. De l'orage. Sur les traces de la potion magique, et si la célèbre potion magique d'Astérix n'était pas qu'une pure invention de René Goscinny et Albert Uderzo, derrière cette fiction qui a bercé tant de générations pourrait bien se cacher une réalité historique fascinante, car nos ancêtres gaulois, bien avant de devenir des héros de bande dessinée, possédaient déjà un savoir remarquable en matière de breuvage aux vertus étonnantes. Quand nous imaginons Panoramix préparant sa fameuse potion dans son chaudron, nous ne sommes finalement pas si loin de la vérité historique. Les druides, ces personnages centraux de la société celtique, étaient en effet réputés pour leur connaissance approfondie en botanique et leur préparation à base de plantes. Leur savoir, transmis oralement pendant des siècles, faisait d'eux à la fois des prêtres, des juges, des savants et des guérisseurs. Pline l'Ancien, ce naturaliste romain du 1er siècle, nous a laissé des descriptions précieuses de certaines pratiques druidiques. Dans son Histoire naturelle, il évoque notamment la cueillette du gui, une plante que les Gaulois considéraient comme sacrée, surtout qu'elle poussait sur un chêne, un phénomène relativement rare. Selon lui, les druides voyaient dans cette croissance un signal venu du ciel, une preuve que l'arbre avait été choisi par la divinité elle-même. Le rituel entourant cette récolte avait quelque chose de magique. Vêtu d'une robe blanche, le druide grimpait dans l'arbre armé d'une faucille d'or pour couper délicatement la plante, qui ne devait surtout pas toucher le sol. On la recueillait dans un linge blanc avant de l'utiliser pour préparer des breuvages aux propriétés curatives supposées. Mais le mystère s'épaississait lorsqu'on découvre que les Gaulois préparaient parfois des breuvages fermentés à base de miel, de baies et de certaines herbes. Ces potions retrouvées sous forme de résidus dans des récipients mis au jour par les archéologues servaient sans doute à accompagner les rituels ou à se donner du courage avant le combat. Était-ce là l'ancêtre de la fameuse potion magique? Qui sait? La science moderne nous éclaire aujourd'hui sur le choix de ces plantes. Certaines, comme la verveine ou la valériane, possèdent des effets calmants ou légèrement stimulants, capables d'apaiser la peur, tout en gardant les sens en éveil. D'autres, comme l'achillée millefeuille, favorisent la coagulation du sang, bien utile pour soigner les blessures. Mélangées à l'hydromel, ces herbes pouvaient donner naissance à un breuvage aussi symbolique qu'efficace. Ce qui fascine les chercheurs contemporains, c'est la frontière floue entre médecine empirique et croyances magiques chez les Gaulois. Certaines de ces plantes ont effectivement des principes actifs reconnus aujourd'hui, tandis que d'autres semblent avoir été choisies pour leur valeur symbolique ou rituelle. Les druides avaient-ils découvert par tâtonnement des effets pharmacologiques réels, ou s'agissait-il surtout d'un effet placebo renforcé par une mise en scène rituelle impressionnante? On sait que les guerriers gaulois accomplissaient divers rituels avant d'aller au combat. Certains se peignaient le corps, d'autres récitaient des formules sacrées. Et peut-être buvaient-ils aussi quelques préparations secrètes pour s'emplir de courage. Après tout, les légendes naissent souvent d'un fond de vérité.
César lui-même, dans ses commentaires sur la guerre des Gaules, mentionne l'audace extraordinaire de ces combattants, leur mépris de la mort et leur fureur au combat. Était-ce l'effet d'un breuvage particulier ou simplement le fruit d'un conditionnement culturel et spirituel? L'archéologie expérimentale tente parfois de reconstituer ces breuvages ancestraux, mais sans grand succès. La composition exacte de ces préparations s'est perdue dans les brumes du temps, tout comme les proportions et les méthodes d'extraction qui faisaient toute la différence. Les druides ne laissaient rien par écrit, préférant transmettre leur savoir oralement à des disciples choisis après 20 ans d'apprentissage. Ce qui est certain, c'est que la frontière entre réalité et légende s'est estompée au fil des siècles. La potion qui rendait invincible est devenue un mythe tenace, repris et transformé par la culture populaire jusqu'à donner naissance au breuvage magique d'Astérix. Mais n'est-ce pas le propos des grands mythes de conserver sous la couche du fantastique un noyau de vérité historique? Et pour terminer, une moustache de liberté. Bien avant Astérix, les moustaches volaient déjà au vent de la rébellion. Dans les forêts brumeuses de la Gaule antique, alors que Rome tentait d'imposer sa loi, sa culture et même son rasoir, un symbole de résistance fleurissait littéralement sous le nez de nos ancêtres, la moustache gauloise. Cette pilosité n'était pas une simple coquetterie. À partir du 1er siècle avant Jésus-Christ et durant les 2 premiers siècles de l'Empire, les Romains, obsédés par la discipline et l'apparence soignée, considéraient qu'un visage bien rasé symbolisait la civilisation. Leurs légionnaires, aussi ordonnés que leurs rangs de bataille, arboraient des mentons lisses comme du marbre. Les Gaulois, en revanche, affichaient fièrement l'exact opposé. Les témoignages des historiens antiques ne laissent aucun doute sur l'importance de cette parure faciale. Diodore de Sicile, chroniqueur grec du 1er siècle avant notre ère, raconte que ces guerriers se rasaient les joues mais laissaient pousser d'imposantes moustaches qui leur couvraient la bouche et se mêlaient parfois à leurs boissons. Chez les Gaulois, la moustache n'était qu'un détail. C'était une bannière poilue de liberté. Plus elle était fournie, plus elle signalait le statut et la virilité de son porteur. Les chefs de guerre arboraient souvent des modèles particulièrement imposants, soigneusement entretenus malgré leur aspect sauvage. Cette exubérance capillaire s'accompagnait d'autres marqueurs identitaires tout aussi flamboyants. Certains casques gaulois riches décorés portaient des motifs animaux ou végétaux, mais les casques à cornes sont exceptionnels et à usage cérémonial. Les casques à ailes relèvent d'une imagerie moderne. Chaque guerrier personnalisait son équipement, transformant la bataille en défilé coloré où l'individualité primait sur la discipline. Un contraste saisissant avec les légions romaines où l'uniformité était la règle absolue. Mais qu'on ne s'y trompe pas, malgré les casques ailés et les torques dorées, la vraie vedette restait la moustache. C'est elle qu'on admirait, qu'on redoutait, qu'on portait fièrement à table comme sur le champ de bataille. Les repas et les banquets gaulois mettaient involontairement en scène cette fierté pileuse. Buveurs de cervoise réputés, nos ancêtres devaient composer avec la mousse qui s'accrochait inévitablement à leurs ornements faciaux. Mieux valait boire sa bière à travers une moustache libre que du vin romain avec un menton d'esclave.
Les découvertes archéologiques confirment cette importance culturelle. De nombreuses représentations sur monnaies et sculptures montrent souvent des moustaches. Des objets liés à l'entretien corporel, peignes, pinces à épiler, instruments de toilette en bronze, témoignent du soin apporté à cette pilosité sacrée. Et même lorsque la Gaule perdit sa liberté, il demeura frémissant au-dessus des lèvres closes ce petit bout de Gaule indompté, la moustache. J'adore ce livre. J'adore ces petits secrets cachés de l'histoire de France. J'adore. Je ne regrette pas du tout d'avoir acheté ce livre. Et j'espère qu'il vous aura plu, les amis. Que cette lecture vous aura plu, détendu, relaxé, peut-être endormi, enrichi aussi. En tout cas, c'est tout pour moi, les amis, pour cette vidéo. Je vous fais de très très gros bisous. Je vous dis à mercredi pour une nouvelle vidéo. Et je suis contente parce que je m'y tiens. Ça fait combien? 2-3 semaines que j'ai un bon rythme et je m'y tiens comment on dit, à cette régularité. Donc je suis contente. Les amis, en tout cas merci beaucoup pour vos commentaires, vos likes, vos vues, vos abonnements, vos boosts, tout ça. Bienvenue aux nouveaux arrivants dans la confrérie des nuages. Bienvenue les amis. Souhaitons tous ensemble la bienvenue aux nouveaux arrivés. Merci d'être là. Merci pour votre fidélité. Et puis voilà, moi je vous dis à mercredi les amis. Bisous. Ah, j'ai oublié. Prenez soin de vous. Soyez heureux. En tout cas, moi je vous souhaite le bonheur du monde.